Justin Orwell Schmidt est un entomologue américain qui a dédié sa vie à l'étude des insectes. Il a écrit de nombreux articles et publié des livres, mais il est surtout connu pour avoir créé une échelle de valeur tout à fait atypique, l'échelle de la douleur. L'échelle de la douleur consiste à mesurer la douleur des piqûres d'insectes sur une échelle de 1 à 4. Pour cela, il s'est laissé piquer par différents types d'abeilles, de guêpes et de fourmis. Et parmi ces fourmis, il y avait la Paraponera. La Paraponera est surnommée la combattante, celle qui a fait mal avec son abdomen, la fourmi balle de fusil ou encore la fourmi 24 heures pour désigner la durée potentielle de la douleur ressentie. Bref, tout ça pour dire que si tu te fais piquer par ce petit truc, tu t'en sors pas avec un bisou magique. Et lorsque Justin Schmidt se fera piquer par celle-ci, il évoquera une douleur pure, intense et brillante. Cette douleur est tellement violente qu'il ira même jusqu'à ajouter un barreau à son échelle de +4 pour y classer cette fourmi. Et j'arrive maintenant au point le plus effrayant de cette histoire. Dans mon pays, dès qu'on atteint 18, nous avons un rite d'initiation bien particulier. Pendant 10 minutes, nous devons porter des gants remplis de Paraponera. Voilà. Ok, c'est vachement impressionnant, mais c'est beaucoup trop ludique pour être une histoire qui fait peur. Mais elles existent vraiment. Et en ce moment même, elles sont peut-être tout autour de vous. Bon, t'as gagné, j'ai peur. Eva? C'est l'histoire de Coco. Le clown? Coco le yoyote, le coyote qui bégaye. Il erre dans ses bois et tue tous ceux qui font des phrases trop longues. Parce qu'il est jaloux. Mince alors. Mais si t'as des saucisses à lui filer, ça va. Harouf. Ouais, c'est un Belge, il rentre dans une friterie, et là... Ok, ça fait pas peur. Et du coup, c'est à mon tour, et je vais vous parler de l'antre de la folie. Donc, L'Antre de la Folie, sorti en 1994, est un film de John Carpenter qui conclut ce qu'il appelle sa trilogie de l'Apocalypse composée de The Thing, que je vous recommande mais que vous avez sûrement déjà vu, et donc je vous recommande aussi le remake plus récent. Tu parles du film de 2011 avec les effets numériques dégueux? Non, la version Pingu. Une trilogie de l'Apocalypse, disais-je, composée de The Thing, du Prince des Ténèbres, que je vous recommande aussi, et du film qui va nous intéresser aujourd'hui, L'Antre de la Folie. Et pour les curieux qui aimeraient en savoir plus sur Carpenter, je vous recommande les vidéos du Coin du Bis, je vous laisse le lien en description. Le film débute dans un asile au couloir kubrickien où est enfermé Sam Neill dans une phase qui doit se situer entre le « des dinosaures ont essayé de me manger » et le « bref, dans ce que Sam Neill fait de mieux. Sam Neill est donc camisolé dans sa chambre, mais rapidement on découvre qu'il se passe des choses étranges. Une musique qui déraille, une ombre dans sa cellule, un montage épileptique, bref, tout nous indique que dans cet asile, il se passe des trucs un peu fous. Oh, elle était facile celle-là. Après ça, nous accueillons le docteur Vren et c'est l'occasion d'apprendre que dehors ça va pas, des individus souffrent de symptômes et c'est tout. C'est tout? Bon, on n'en sait pas plus. Il retrouve donc Sam Neill en face Valérie Damido à sa première communion et lui propose de l'aider à sortir, ce que Sam Neill refuse parce que... Ça commence à être la merde dehors, on dirait. Et va lui raconter son histoire. Nous apprenons alors que Sam Neill est un enquêteur freelance dans les assurances pour repérer les arnaques, cynique et sûr de lui. Alors qu'il papote dans un bar, un homme aux allures peu fréquentables s'approche avec une hache, défonce la vitre, demande « Vous avez lu Sutter Kane ?» Fait « wouh » avec les yeux, meurt et c'est tout. Encore c'est tout? C'est toujours tout. De retour chez lui, Sam Neill regarde les infos et découvre que Sutter Kane est un auteur de littérature horrifique qui cartonne au point de créer des émeutes lorsque les librairies n'ont plus de quoi sustenter les lecteurs. Le journaliste s'interroge alors sur la frontière entre fiction et religion, ce à quoi Sam Neill réagit par « wow ». Le lendemain, il se rend à la maison d'édition Arcane et rencontre... Oh putain! Quoi? Charlton Heston? Il est vieux, lui. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait des courses de chars dans Jérusalem. Donc réunion entre Sam Neill, Charlton Heston et Julie Carmen qui a pour rôle le mépris. Est-ce que c'est ce type qui écrit ces horreurs bon marché? Il est peut-être trop sophistiqué pour vous. Sutter Kane va bientôt être l'auteur le plus lu de ce siècle. Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. On apprend alors que l'incroyable Sutter Kane a disparu et que le dernier à avoir été en contact avec lui était son agent, aka l'homme à la hache. Ça m'évoque la possibilité d'un coup monté à but promotionnel. Et vous pensez qu'après avoir lu quelques lignes de ce joyau de la littérature, il est sorti dans la rue en brandissant une hache? C'est très habile, c'est une bonne promotion pour Arcane, excellente publicité. Alors Sam, le marketing alternatif, oui, pourquoi pas. Mais alors que ton agent se déguise en clochard, attaque des gens à la hache et meurt sous tes yeux... T'as vu des dinosaures? C'est quoi ton problème? Donc en gros il accepte, se procure les livres de Sutter Kane, les lit et commence à avoir des hallucinations pas des plus rassurantes. Il se réveille une fois, deux fois, puis se frotte les yeux avec les mains imbibées de l'encre du livre. Et tu veux nous expliquer que la fiction du livre commence à l'aveugler et à avoir un impact physique sur son personnage? À la base je me disais qu'il commençait à cerner le bouquin et que du coup il se dessinait des cernes pour symboliser ça.
Je me disais aussi que j'allais droit dans le mur. Après un instant de réflexion, Sam Neill trouve la solution. Il découpe les couvertures des livres pour former une carte qui indique l'emplacement de Kane. Ni une ni deux, Sam et Julie s'en vont à la recherche de Hobbs End, un village qui n'apparaît sur aucune carte au milieu de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est tout. Tout chez tout. Non, car il y a encore 1000 choses à découvrir dans ce film. Seulement, je veux que si ce n'est pas encore fait, vous puissiez le découvrir. Si vous aimez les séries B, si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez Sam Neill, voyez ce film. Donc si vous ne voulez pas vous gâcher la chose, arrêtez la vidéo ici. Bref, question, remarque, jet de pierre, cocktail molotov. Ouais. C'est pas une adaptation? Alors oui et non. Ça veut rien dire ça. Non, parce que ça ne transpose aucun texte hormis le script d'origine, mais oui, parce que ça déborde de Lovecraft. Que ce soit la thématique du film, les couvertures des livres de Sutter Kane, les tentacules, la menace indicible, la fin du monde possible, la folie ou la première phrase prononcée par Carpenter dans le bonus DVD, I've always wanted to tackle H.P. Lovecraft. le film est entièrement enveloppé de l'ombre de Lovecraft, et c'est là son point le plus fort. Dès le départ pour Hobbs End, on est emporté par une ambiance qui va nous faire décoller l'imaginaire pour le reste du film. Qu'il s'agisse de cette route, complètement engloutie par la nuit, le village désertique, où chaque signe de vie est marqué d'étrangeté, ou cette impression que les personnages sont toujours dépassés par leur environnement, et c'est assez fou de réussir à se rapprocher à ce point d'une ambiance Lovecraftienne. Après, on n'est pas non plus complètement dedans. Certains effets sont un peu trop explicites et ont mal vieilli, et le scepticisme de Sam Neill est un poil trop radical, ce qui peut désamorcer certaines situations. Vous êtes de sacrés acteurs. Vous et aussi la tenancière de l'hôtel. Vous êtes tous très doués. Merci. Ceci étant dit, ça reste excellent. Mais ce n'est pas de Lovecraft que je voulais parler. En fait, L'Antre de la Folie, à travers son questionnement sur la réalité et la fiction, est un excellent modèle pour parler de la création d'une œuvre. Et nous allons donc nous intéresser à celui qui dirige ce monde. Le juif? Toi, t'as de la chance qu'on soit tout seul en forêt et pas sur internet. On va parler de l'auteur, celui qui a créé cette œuvre, cet univers de fiction. Dans L'Antre de la Folie, nous avons un auteur, Sutter Kane. Déjà, c'est un individu. Ici, l'auteur est représenté comme un personnage solitaire, mystérieux et qui semble détenir un savoir que les autres n'ont pas, allant parfois jusqu'à être prophétique et dont le regard englobe le monde qui l'entoure. Et donc, on peut rapprocher Sutter Kane de certains auteurs romantiques, comme par exemple Victor Hugo, qui vante les mérites de la solitude ou qui propose des descriptions détaillées à vol d'oiseau. Mais Sam Neill ne voit pas vraiment Sutter Kane comme un Victor Hugo. En effet, il le voit plutôt comme une machine à fric qui fonctionne bien et croit ainsi que sa disparition n'est qu'une vaste mise en scène destinée à des fins mercantiles. Du coup, Sutter Kane est d'un côté un auteur romantique et de l'autre un objet commercial. Donc si on veut savoir un peu mieux qui est Sutter Kane, on va devoir distinguer deux choses. L'auteur, à savoir l'individu Sutter Kane lui-même, et la figure de l'auteur. C'est quoi la figure de l'auteur? La physiognomonie est une méthode qui consiste à voir un lien entre le physique et la personnalité d'individus. Cela fonctionne aussi à travers le rang social ou encore le métier occupé dans la société. Tout ça est développé dans l'art de connaître les hommes par la physionomie et on peut retrouver ces applications au 19e siècle où on va commencer à vouloir développer des typologies sociales. Et donc, dans les Français peints par eux-mêmes, énorme ouvrage passionnant qui recense les individus selon leur fonction sociale, on retrouve par exemple le journaliste, le poète ou l'auteur dramatique. Et donc, selon cet ouvrage, la figure de l'auteur serait grande, rubiconde, avec un chapeau et un cigare à la bouche. Pause. Oui. T'as vraiment passé des heures à bosser ce sujet pour faire une blague beaucoup trop longue. Coupable. La figure de l'auteur est un moyen de penser l'auteur au-delà du bonhomme. Ce n'est pas seulement un individu singulier, mais ça prend en compte ses interactions avec le reste de la société, l'image qu'il se construit et qu'il donne à voir, ou l'image que le public a de l'auteur. Et si ce sujet vous intéresse, je vous recommande le livre La littérature en personne de Jérôme Mézot. A dead poet does not write. Whence the importance of remaining alive. Et voilà, t'as recommencé. Quoi? Tu te souviens pas? Non. À l'époque, tu parlais d'un film. Ah, je vois ce que tu veux dire. Comment il s'appelait déjà? J'ai compris. Le Puits du Fou. Stop. Bon, pour essayer de comprendre un peu mieux qui est Sutter Kane, la première chose à faire serait déjà de lire son œuvre qui n'existe pas. Donc c'est pas possible. Non, mais en fait oui, parce que tout le film est une histoire écrite par Sutter Kane. Une histoire Lovecraftienne où, par une logique que je peine encore à comprendre maintenant, voudrait que plus les gens lisent son dernier livre, plus cela accélérera la venue de créatures étranges dans notre monde. Et son dernier livre raconte lui-même la venue de ces créatures. Il s'apprêtait à reculer loin de la déchirure lorsque l'armée d'innommables créatures éclairées par une lueur spectrale venant de la charogne se rua vers lui et vers notre monde. Donc là, le livre, il décrit la réalité pour influencer la réalité avec le livre. Exactement. J'ai rien compris. Et c'est pas grave parce que ce qu'on doit retenir, c'est que Sutter Kane dirige complètement l'univers dans lequel Sam Neill évolue. Et ainsi, Sam Neill, ou plutôt John Trent, est aussi le personnage du livre qui, petit à petit, va découvrir qu'il n'a aucun libre arbitre et qu'il est tout entier un personnage de fiction dirigé par l'histoire du livre.
Il évolue ainsi dans un univers labyrinthique où la nuit est prépondérante et où ni l'espace ni le temps ne semblent répondre à une logique réaliste. Cela explique aussi les nombreuses scènes qui se répètent à travers le film. Et tout ça, c'est le cœur de l'ambiance du film. Une ambiance qui nous désoriente et qui est traversée de tentacules et d'enfants zombies qui courent après des chiens pour les manger. Comme dans mon pays. Mais tu viens d'où ? Ce qui est passionnant avec l'antre de la folie, c'est que l'image qu'on a de l'auteur, et donc de Sutter Kane, n'est pas considérée de l'extérieur, mais directement depuis l'intérieur de l'œuvre. C'est un point de vue qui nous est inaccessible dans la réalité. Et donc, vu de l'intérieur de l'œuvre, Sutter Kane est une sorte de dieu qui contrôle cet univers et qui est le seul qui bénéficierait d'un libre arbitre, contrairement à John Trent, obligé de répondre à sa fonction de personnage de fiction en se rendant à Hobbs End, en récupérant le manuscrit du livre et en le livrant à la maison d'édition. Sutter Kane décide de tout, sait tout, sauf qu'il y a deux soucis. Depuis des années, je croyais faire preuve d'imagination. Alors qu'il me dictait tout ce que j'écrivais. Donc Sutter Kane, bien qu'il écrive l'histoire, n'est pas celui qu'il imagine, ce qui rend problématique le statut d'auteur. Donc on pourrait considérer que les véritables auteurs sont les puissances indicibles qui lui transmettent ce qu'il doit décrire. Kane est alors un personnage fonction, lui aussi dénué de libre arbitre. Par contre, il gagne un super cosplay du professeur Quirrell. L'autre détail qui fait que Sutter Kane ne contrôle pas tout son univers, c'est que il est seulement dans un film. Sans blague. Non mais c'est important parce que pour moi, c'est peut-être ma plus grande critique au film. Que le film est un film. Mais bon, c'est vrai que dit comme ça a l'air con, mais je vais quand même essayer de m'expliquer. La fin de l'antre de la folie est ultra culte. Pour rappel, Sam Neill sort de sa cellule et erre un moment dans un monde apocalyptique et désert, rentre dans un cinéma avec un popcorn et regarde l'antre de la folie, le film dans lequel il est. Bah, c'est super. Et pourquoi ? C'est super parce que tout le film se construit comme si l'entrée et la sortie de Hobbs End posaient les limites de la fiction, alors qu'avec cette fin, Carpenter brouille cette piste et nous rappelle que le film entier, de la première à la dernière image, est une fiction. Le personnage s'en rend alors compte et il est à jamais privé de libre arbitre, à n'être une fonction dans un monde imaginé par un autre. Et du coup, le film est très critique envers la religion car il nous montre que si on savait qu'il y avait un dieu qui contrôle tout, on deviendrait tout simplement fou. En plus, en insérant le film dans le film, Carpenter brouille la frontière entre réalité et fiction, et le film se conclut par un certain malaise du spectateur qui en vient à questionner sa propre perception de la réalité, et cette impression est vertigineuse. Je comprends complètement, mais perso, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Si je suis franc avec moi-même, je n'aime pas cette fin. Je ne l'aime pas parce que la première fois que j'ai découvert l'antre de la folie, le fait de voir le film dans le film ne m'a pas fait me dire « Ça, c'est la réalité. » mais plutôt « Ceci n'est pas réel, n'est pas réel, n'est pas réel !» Voir les images dans lesquelles j'étais plongé être projetées sur un grand écran de cinéma m'a instantanément rappelé que c'est un film, une fiction close sur elle-même. T'as raison, Carpenter aurait dû invoquer les grands anciens de notre réalité pour faire plus vrai. Mais en fait, il y avait plein de moyens de faire plus vrai. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi, sur l'affiche du film, le nom de Carpenter apparaît, alors que celui de Sam Neill n'apparaît pas. À la place, on a le nom du personnage de fiction John Trent. Et je me demande pourquoi John Carpenter, un type carrément doué, dans un film qui a pour thème la perception de la réalité, n'a pas cherché à flouter plus que ça la frontière entre réalité et fiction. Parce qu'à part la fin et un livre que j'ai lu qui me dit que les lumières blanches sur le côté lors de la traversée du pont faisaient écho aux bandes de perforation sur la pellicule, j'ai pas vu grand chose. Et je pense que ce problème vient du fait que l'antre de la folie, avant d'être un film, était un script. Le script, rédigé par Michael De Luca, a été suivi plutôt fidèlement par Carpenter, à quelques différences près qui sont dues au rythme et au budget. Par exemple, John Trent aurait dû survoler Hobbs End et voir le village se faire dévorer par le papier du livre. Mais à la place, on a ça. Oh là 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 là. Reste quand même une grande différence avec le script, c'est la fin. Après leur entretien, John Trent regarde la télé et dit attendre l'adaptation du livre pendant que Vren rentre chez lui et découvre que sa femme termine le dernier livre de Sutter Kane. Soudain, la lumière s'éteint, on voit les yeux de sa femme briller dans le noir, on entend quelque chose d'humide en train de bouger, et là, sa femme dit « Je peux voir », et c'est magnifique. Fin. Ouais, je préfère la fin du film. Moi aussi, je crois. Seulement, je trouve ça dommage, car la fin de Carpenter n'est accompagnée d'aucun autre changement dans le reste du scénario, alors qu'il y avait la possibilité de le faire à bien des moments. Du coup, le brouillage me paraît un peu superficiel, comme une signature d'un auteur sur un texte qui n'est pas le sien. Du coup, est-ce que l'antre de la folie est un film d'auteur ? Esthétiquement, je pense que oui. Carpenter impose sa patte comme son ambiance, et c'est sans doute le premier responsable à mon envie de revisionner ce film chaque année. Scénaristiquement, pas vraiment, car son brouillage entre fiction et réalité me semble sortir du bois comme un tueur masqué dans une colonie de vacances et agit plus comme une signature de Carpenter que comme une vraie réflexion sur ses frontières. Heureusement, on n'est pas dans une colonie, hein. Mais ça contribue quand même à faire de Carpenter un auteur. Car Carpenter adore les fins tordues, où rien n'est encore vraiment résolu et où les dernières informations apportées ainsi que l'absence de réponse peut nous laisser entrevoir le film entier d'une nouvelle manière.
There we go. Hands up to the very moment. Out. Et en cela, l'antre de la folie ne déroge pas à la règle. C'est ce qui fait qu'il alimente la figure d'auteur de Carpenter. Ben, j'espère qu'il a faim. Et du coup, j'en profite pour vous conseiller l'excellent adaptation de Spike Jonze avec un scénario du génial Charlie Kaufman et un Nicolas Cage frisé. Je trouve qu'ici, les frontières entre réalité et fiction sont vraiment brouillées du début à la fin et on sera obligé d'en reparler dans une prochaine vidéo. Et je sais que j'ai pu me montrer un peu critique vis-à-vis de l'antre de la folie dans cette vidéo. Mais pourtant, j'adore ce film. J'adore son ambiance, j'adore les pistes qu'il m'offre à suivre, le sentiment d'étrangeté qu'il parvient à dégager, et celui qui synthétise peut-être le mieux tout ça, c'est Sutter Kane. Alors qui est Sutter Kane? À la fois un auteur et un personnage de fiction, un écrivain solitaire et une machine à fric, incapable de s'échapper de son propre rôle, il tient au final tout son univers comme il en est prisonnier. Et tout le film est donc à son image, un excellent produit qui émane du croisement entre deux auteurs qui ont fait leurs preuves, John Carpenter pour la réalisation et Michael De Luca pour le scénario. Le même qui a fait le scénario du premier Judge Dredd? Peut-être. Et de Freddy sort de la nuit? Et de la fin de Freddy? Le pire de la saga? Bon, il a peut-être fait quelques erreurs, mais le reste est plutôt propre. Il n'a rien scénarisé d'autre. J'aurais envie de dire que ça témoigne là du talent de réalisateur de Carpenter qui aurait réussi à prendre un mauvais script et à en faire un bon film. Mais le problème, c'est que le script est aussi très bon. Et donc, je ne comprends pas vraiment où le bas blesse, même si on retrouve certains aspects nanars qui sont tout à fait piqués. Coco la yoyote! Ah, vas-y, pose-toi, on a des saucisses en plus. Ah, alors il existe vraiment. Et il joue de la guitare. Ok.